Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h44 et c'est le petit déjeuner politique de Sophie Cluzel qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre et chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Avant de parler de ce que vous lancez pour lutter contre les discriminations handicap, quelques questions d'actualité. On parle beaucoup des déserts médicaux ce matin sur Sud Radio. Pensez-vous qu'il faudrait obliger un jour les jeunes médecins à s'installer justement dans ces déserts médicaux ? On en discute beaucoup avec Agnès Buzyn. Oui. Ce n'est pas la coercition qui fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné. Il faut faire de l'incitation, il faut organiser la vie des médecins. Déjà, des élus locaux le font beaucoup. Ils font des cabinets, ils font des offres de propositions de logement, d'accompagnement. C'est ça qui va fonctionner. C'est aussi les assistants médicaux qui vont fonctionner aussi. C'est toute la loi d'Agnès Buzyn qui est en train d'être portée aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut incitation, accompagnement. Ça marchera beaucoup plus, la coercition ne marche pas. Donc, oui, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait inciter aussi ou aménager les choses pour les jeunes femmes ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont médecins et au bout de leurs 8 à 10 ans d'études, elles veulent des enfants et donc elles préfèrent être salariées ou travailler à 50%. C'est un nouveau phénomène qu'on n'avait pas pris en compte. C'est la féminisation, mais au-delà de ça, c'est surtout une envie d'avoir une vie réussie sur tous ces aspects. Donc, aménagement des temps de travail, oui, il faut prendre en considération ces aspirations. Mais c'est surtout qu'il faut pouvoir les accompagner sur un projet global. Ouais. À propos de féminisation, d'un mot, Sophie Cluzel, je ne sais pas si vous êtes une fan de foot. Est-ce que vous allez suivre Emmanuel Macron va déjeuner tout à l'heure avec les filles de l'équipe de France. Vous allez supporter cette équipe de France ? Bien sûr que je la supporte, cette équipe de France, aussi bien féminine que masculine. L'après-midi, il décorera aussi tous les joueurs de foot masculins. Je pense qu'on a une très belle équipe, donc bien sûr je suis derrière elle, à fond. Bon, alors le ministre de l'Éducation part en guerre aussi contre le harcèlement scolaire. Est-ce que cela va concerner aussi le handicap ? Un droit à une scolarité sans harcèlement ? Évidemment. Évidemment, le handicap est un des sujets majeurs sur la discrimination, sur le harcèlement. Donc bien sûr que ça favorisera aussi l'épanouissement des enfants handicapés qui sont encore trop souvent victimes. J'ai fait un grand débat très intéressant avec des jeunes lycéens handicapés. Ils nous disaient, nous on est soit des fantômes, des invisibles, soit on se moque de nous. Donc il y a un vrai sujet sur la place des personnes handicapées, la place des enfants handicapés à l'école. Donc ça favorisera aussi leur épanouissement et une vraie responsabilité citoyenne de ces jeunes. L'éducation à la citoyenneté, elle se fait tout jeune. Le vivre ensemble, c'est là. C'est dans le creuset de l'école de la République. C'est vrai, on parle beaucoup d'écoles aussi inclusives, c'est-à-dire incluant ces jeunes. Les familles sont en train de préparer la rentrée 2019. Quelles mesures, quels moyens vous allez faire pour qu'il y ait davantage d'élèves qui soient accueillis dans ces écoles classiques ? Alors, ils ne vont pas être accueillis, ils vont être scolarisés. Scolarisés. Exactement. Donc, c'est le vrai service public de l'école inclusive qu'on est en train de bâtir avec Jean-Michel Blanquer. Nous aussi, on est en mode préparation de la rentrée. On a réuni les recteurs et les directeurs des agences régionales de santé pour que ça soit une école qui accueille, mais surtout qui accompagne les enfants handicapés selon leurs besoins. Donc on fait rentrer, c'est une vraie révolution qu'on est en train de faire avec Jean-Michel Blanquer. On organise les accompagnants, on organise les personnels ressources au sein des écoles, on crée des pôles d'inclusion localisés, on va avoir des réunions d'information auprès des parents avant la fin juin pour pouvoir expliquer justement ces nouvelles mesures, pour avoir un service avec une réponse dans les 24 heures à la rentrée scolaire, avec des cellules... Les 24 heures Dans les 24 heures, une réponse. Ça dure des semaines et des semaines, quoi. Toute réponse, une réponse dans les 24 heures, c'est l'engagement justement du ministre de pouvoir accompagner toutes les problématiques de rentrée. C'est-à-dire qu'il y aura des services, des cellules d'aide handicap école dans chaque académie, au plus près des besoins des familles. Mais alors pourquoi le député Aurélien Pradié, député républicain, dit c'est un grand bluff de la part du gouvernement et il dit qu'il y a 40 000 enfants autistes sans solution ? Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, c'est absolument pas circonstancié, c'est pas du tout, je sais pas d'où il sort ces chiffres, il faudra qu'il nous le dise. Aurélien Pradié, il n'a absolument pas lu tout ce que l'on fait. Il n'a pas lu du tout le projet de loi École de la confiance avec toute la valorisation de l'école inclusive, avec déjà toutes les réponses. On arrête les contrats aidés pour les accompagnants, ce qui veut dire que tous les contrats seront de droit public. On professionnalise les accompagnants. Les accompagnants dans le secondaire, ils auront des temps pleins. Donc on les déprécarise financièrement, c'est-à-dire qu'enfin ils vont pouvoir vivre de leur salaire. Donc Aurélien Pradié, il fait de la politique politicienne et je pense que sa famille LR a été largement sanctionnée pour cette posture
Donc il ferait mieux de passer à autre chose. Bon, vous lancez une grande consultation nationale sur le handicap jusqu'au 31 août. Qu'est-ce que vous voulez et en quoi ça va consister avec cette grande consultation? Alors Parce que vous avez déjà fait le diagnostic, l'état des lieux, non? Bien sûr, on débat largement. Ma politique, elle est construite avec les personnes handicapées. Mais là, on élargit. J'interroge tous les Français. C'est-à-dire comment vous, Français, un Français sur 5 qui est concerné par le handicap, plus de 12 millions de personnes en situation de handicap, tout type de handicap, c'est ça qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir consulter les Français pour savoir quelles sont leurs innovations, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place pour faire toute leur place aux personnes handicapées. La question, elle est là. Comment faire sa place pour une vraie participation pleine et entière des personnes handicapées à la société, mais dans tous les domaines, social, culturel, on a parlé de l'école, mais de l'entreprise. Voilà, comment moi, Français, je suis concerné et que c'est pas que la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du citoyen. C'est ça qui m'intéresse. Donc une grande consultation. C'est un peu comme le grand débat d'Emmanuel Macron, finalement, votre grande consultation. Oui, mais, non, mais c'est ça, je sors de l'entre-soi du handicap et je vais demander aux citoyens français ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils estiment prioritaire pour changer. Alors qu'est-ce qui est prioritaire? L'accès, par exemple, dans les transports, il y a beaucoup de... On lance la consultation, donc on verra bien. Non, mais dans ce que vous percevez déjà, vous. Non, c'est pas tellement l'accès dans les transports qui est prioritaire. C'est surtout de pouvoir dire aux personnes handicapées, je veux vivre comme vous et moi. C'est-à-dire que je veux tout simplement aller à l'école, on l'a dit. Je veux avoir un logement décent. Je veux pas être obligée de quitter mon logement quand j'ai 60 ans, quand je suis travailleur d'ESAT, c'est-à-dire d'atelier protégé, parce que c'est double peine, parce que c'est ça. Ça fait 30 ans qu'on a fait une politique à part pour le handicap, avec une délégation aux associations en disant occupez-vous des personnes handicapées, ce qu'elles font très bien. Mais c'est à part. Donc ce que maintenant les personnes handicapées nous disent, c'est moi je veux vivre comme tout un chacun. Donc ça peut être l'accès, oui, la voirie est très importante en effet, mais pas que. Je rappelle que sur les 12 millions, il n'y a que 800 000 personnes qui sont à mobilité réduite. Oui, et puis Sophie Cluzel, il y a l'accès aussi à l'emploi, évidemment, c'est la première discrimination, bien sûr, l'embauche. Est-ce que vous allez relever le seuil qui est de 6%, c'est ça? Non, il fait consensus ce seuil de 6%. Mais par contre, je veux qu'on y arrive. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises privées, on est à 3,5. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer une amende, c'est ça? Alors, c'est pas qu'elles préfèrent, c'est que les TPE, PME, elles n'ont pas, par exemple, les ressources humaines pour s'occuper vraiment du recrutement, etc. Donc, il faut qu'on leur facilite la vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles? Déjà, on va simplifier énormément pour les entreprises. Une déclaration automatique. Avant, elles avaient un formulaire de 80 pages à remplir pour dire j'ai embauché une personne handicapée. Ça, c'est fini. On simplifie, on automatise et après, on leur offre un service. Aujourd'hui, quand elles embauchent, par exemple, une personne qui est aveugle, elles ont des adaptations à faire. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc là, on va leur donner une prestation de service très, très, très facile à pouvoir solliciter. On crée un vrai portail numérique pour que les adaptations soient facilement lisibles. Et on accompagne et l'entreprise et le salarié. On fait du job coaching. Elles ont des incitations, justement, des aides financières? Non, elles ont une possibilité. Pourquoi vous n'en mettez pas en place Parce qu'en fait, il y a une obligation. Il y a un quota à 6%. Quand elles ne l'atteignent pas, elles peuvent aussi déduire des prestations pour pouvoir l'accompagner. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de leur faire prendre conscience que c'est la seule charge sociale qu'elles peuvent éviter de payer. Si elles se mettent en mode gagnant-gagnant, j'embauche des personnes handicapées, il y a un vrai impact sur la transformation managériale, sur le fait qu'une entreprise a un effet positif quand elle embauche une personne handicapée. Tous les chefs d'entreprise qui l'ont fait nous le disent. Donc il faut leur donner la parole, il faut les faire parler sur cette cohésion sociale qui est mise en place dans leur entreprise, sur le fait qu'une productivité, elle peut être aussi différente et que de toute façon, c'est leur responsabilité sociale et sociétale de participer aussi à l'embauche des personnes handicapées. Sur le revenu universel d'activité... Oui, on l'a lancé hier avec Agnès Dubosc, avec 5 ministres qui sont mobilisés. Est-ce qu'il va inclure ou pas vos... Bien sûr. Les allocataires vont être... Comment ça va se passer ? Toute grande concertation, les associations de personnes handicapées sont autour de la table, il y aura une consultation directe. L'idée, c'est de rendre lisibles nos droits. Aujourd'hui, on a un taux de non-recours, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas chercher leurs droits parce que c'est trop complexe. Donc l'idée, c'est de pouvoir fusionner tous ces minima sociaux pour rendre lisible une politique, pour faire sortir les personnes de la pauvreté, y compris les personnes en situation de handicap. Donc ce revenu universel d'activité, on va avoir une grande concertation, un travail avec tous les aspects, la jeunesse, le handicap, la problématique de logement, la problématique donc
pour faire sortir. L'idée, c'est de faire sortir les gens de la pauvreté en les accompagnant avec un dispositif qui soit lisible, qui soit automatique et qui leur permette d'avoir ce filet de sécurité pour rebondir vers une activité. C'est ça tout l'enjeu de cette concertation du revenu universel d'activité, y compris les personnes handicapées. Et y compris le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, le service national universel s'adressait à tous les jeunes, entre 15 et 16 ans, filles ou garçons, ce qui est assez propice pour le vivre ensemble. Est-ce qu'il est prévu des dispositions justement pour les jeunes qui sont en situation de handicap? Mais bien sûr, avec Gabriel Attal, nous avons beaucoup travaillé. Il y a déjà des jeunes en situation de handicap dans la première promo. Et bien sûr, c'est ouvert à tous. C'est toujours y compris. C'est ça le grand changement de paradigme sur notre politique. C'est plus une politique à part, c'est une politique à part entière. Et chaque fois, les personnes handicapées sont dans la politique emploi, sur l'apprentissage, on n'en a pas parlé, sur le service universel. C'est bien ça. L'idée, c'est de y compris. C'est bien pour ça que je suis rattachée au Premier ministre, pour changer la donne. Et que donc chaque ministre s'empare justement de cette dynamique du handicap qui sert au bien commun de tous, encore une fois. Le handicap sert à toute la population. Oui, Sophie Cluzel, vous n'avez pas précisé, l'allocation justement handicapée, elle sera incluse dans le revenu universel ou pas? Elle est travaillée avec l'ensemble des minima sociaux. Donc elle sera incluse. Le président s'est engagé à ce que toute la masse financière qui aujourd'hui va vers le handicap ne soit pas touchée. Donc ça, c'était important pour rassurer les personnes handicapées. Oui, parce que certaines pouvaient se dire elle va disparaître finalement. Non, pas du tout, absolument pas. Puis je vous rappelle qu'on vient de l'augmenter, qu'on l'augmente encore le 1er novembre. Donc c'est un vrai pouvoir d'achat important pour les personnes en situation de handicap et il n'est pas question de toucher à ce socle. Et vous avez un invité surprise. Oui, bonjour Sophie, c'est Didier Deschamps. Tous les deux, on a la Légion d'honneur. Même si personnellement, cet après-midi, avec l'équipe de France, je vais essayer d'en gratter une seconde à l'Élysée. Je pourrais toujours la revendre sur le bon coin. Alors, voici ma question. Toi qui as été décoré par 3 présidents successifs, quelle est la distinction suprême que pourrait offrir Emmanuel Macron? Un ministère ou un budget plus conséquent pour les personnes handicapées? Non, toujours réaffirmer que le handicap est priorité du quinquennat et c'est ce qu'il fait à longueur justement de journée qui parle aux Français. Donc ma distinction suprême, c'est de faire tout simplement dire que le handicap est priorité du quinquennat et que c'est cette société bienveillante qu'on est en train de construire. Donc tu es au top de la décoration. Voilà, exactement. Bon, il y a des efforts à faire pour l'administration. Vous avez vu le député de la semaine dernière qui a voulu alerter pour les sourds et malentendants justement à l'Assemblée aussi. Oui, j'étais là, je lui ai répondu. Ça fait partie aussi de notre feuille de route. C'est l'ensemble des personnes. C'est bien ça la différence. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20 sur Sud Radio. 7h56, c'est le grand matin jusqu'à 10h.